Attends, de quoi on parle? Ben le fait qu'Elon Musk soit un consommateur quasiment quotidien ou hebdomadaire de kétamine. Mais nous, nos milliardaires, c'est Bernard Arnault, Pierre-Édouard Sterrin, on les imagine mal prendre du LSD. Personne ne panique, personne ne panique! Tout le monde en France consomme de la drogue. Pour le contexte, on est au moment où Musk vient de faire son salut nazi. On entend tout et n'importe quoi à la télé, notamment sur le supposé lien entre ce salut nazi et l'autisme d'Elon Musk. Sur tous les plateaux, on vient nous expliquer que non, la gauche extrapole, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas qui j'imite là, je sais pas si je fais Finkielkraut ou Pascal Pro. C'est Pascal Crotz, voilà. Pascal Crotz, il est comme ça, mais c'est n'importe quoi. Du coup, tout le monde est en train de gueuler dans tous les sens. C'est un énorme bordel. Et à ce moment-là, donc j'ai des milliers de messages à nouveau sur l'affaire, nanani nanana. Regarde, il faut que t'en parles, il faut que t'en parles. Et je suis là, oui, mais on va en parler, vous inquiétez pas et tout. Et donc cette personne vient et me dit, putain, c'est marrant, tout le monde parle de l'autisme de Musk, mais personne aborde la question de la kétamine. Et moi, je suis là, imaginez-moi si exactement là-dessus, je suis là d'un coup, je suis là genre, what? Mais quoi? Mais quelle question de la kétamine? De quoi on parle là? Parce que je sais pas si vous aviez la question de la kétamine et d'Elon Musk, mais personnellement, je ne l'avais pas. Alors que je m'intéresse un peu au sujet et tout, mais vraiment, j'étais passé complètement à côté. Vraiment, je ne savais pas. Et du coup, j'ai la personne, mais quelle question de la kétamine? Et elle me répond, ben le fait qu'Elon Musk soit un consommateur quasiment quotidien ou hebdomadaire de kétamine. Et là, je me dis, attends, de quoi on parle? Donc, je regarde les sources qu'elle m'a envoyées et je décide d'aller checker. Et donc, je tombe sur ça, que vous ne voyez pas. J'ai raté. j'ai raté. Un live de professionnels. Personne ne panique! Personne ne panique! Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! Je tombe sur cet article. Elon Musk rassure ses investisseurs sur sa consommation de kétamine, utile pour sortir d'un état d'esprit négatif. À ce moment-là, je me dis, mais quand même, ça peut pas être si grave, ça peut pas être, tu vois, ça peut pas être un vrai bail et tout. Et pourtant, tu lis le début de l'article, ben voilà, la partie où on est, elle est extrêmement claire, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Dans un entretien paru lundi 18 mars, le milliardaire à la tête de Tesla confirme prendre de la kétamine sur ordonnance. Musk précise avoir recours à cet anesthésiant utilisé en temps normal contre la douleur et la dépression, mais aussi détourné à des fins stimulantes et euphorisantes en, je cite toujours, petite quantité, une fois toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça. Il y a des moments où j'ai une sorte d'état chimique négatif dans mon cerveau, comme la dépression je suppose, et la kétamine est utile pour sortir d'un état d'esprit négatif. D'où nous vient-elle cette info? Parce que là, on l'a lu chez Libération, mais c'est pas pour autant qu'on a fact-checké complètement le truc. Donc je décide de remonter un petit peu. L'information originale, elle vient du Wall Street Journal et d'un article qui est paru en 2024 intitulé, attention accent anglais, Elon Musk has used illegal drugs, roaring leader of Tesla and SpaceX. J'ai fait le pire accent. Donc un article donc de 2024 très récent qui nous apprend notamment qu'après investigation et selon des témoignages concordants, Musk serait un consommateur non seulement de kétamine, mais aussi de LSD, de cocaïne, d'ecstasy et de champignons psychédéliques, des drogues qu'il consommerait régulièrement de manière récréative avec différents membres de la direction de Tesla. Des comportements répétés qui ont conduit effectivement des collaborateurs du milliardaire à faire part de leur vive inquiétude vis-à-vis du comportement du patron de Tesla et SpaceX. Du coup, un article du Figaro paru le 8 janvier 2024 intitulé LSD, cocaïne, ecstasy, la consommation de drogue d'Elon Musk inquiète les cadres de Tesla et SpaceX, nous apprend que, je cite, plusieurs sources s'inquiètent des effets de ces drogues sur l'état de santé d'Elon Musk, mais aussi et surtout des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur différentes entreprises. La consommation des substances illégales est notamment une violation des lois fédérales de certains États et pourrait mettre en péril les 14 milliards de dollars de contrats signés entre SpaceX et le gouvernement américain pour des missions spatiales, civiles et militaires. Pour pouvoir porter les projets pilotés par la NASA, l'entreprise a signé le Drug Free Workplace Act, un programme qui promeut l'absence totale de drogue dans les locaux et auprès de ses collaborateurs. Donc, apparemment, en tout cas, il y a eu des inquiétudes suffisamment importantes pour que le board, donc c'est-à-dire la direction de Tesla et SpaceX, finissent par prendre la parole sur le sujet. Et il y a répondu, on y reviendra plus tard. Mais ce qui a déclenché ces inquiétudes, il faut le savoir, selon le Wall Street Journal, c'est des comportements vraiment problématiques. Le Wall Street Journal raconte par exemple une présentation au siège de SpaceX qui aurait viré au fiasco total. Je vous lis le résumé fait par le Figaro.
En retard de plus d'1 heure, Elon Musk monte sur scène dans un état second pour détailler un prototype de fusée. Pendant 15 minutes, l'entrepreneur divague et marmonne devant une assistance interdite avant que Gwynne Shotwell, la présidente de SpaceX, prenne le relais pour limiter les dégâts. Évidemment, ça la fout un peu mal quand même quand le type il arrive chargé sur scène pour présenter un truc et qu'il est complètement à côté du vélo. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que comme la direction de SpaceX et Tesla se sont positionnés là-dessus et ont parlé au Wall Street Journal notamment, Elon Musk a dû répondre. Et il a effectivement confirmé prendre de la kétamine sur ordonnance. Donc on a vraiment le premier intéressé qui reconnaît la prise d'au moins une des substances. Il a dit, pour rassurer ses investisseurs, je cite, ça j'aime beaucoup, hein. Ça c'est Elon Musk vraiment dans toute sa splendeur. Si l'un des modèles de Tesla est la voiture la plus vendue dans le monde l'an passé, du point de vue des investisseurs, si je prends quelque chose, alors je dois continuer à le prendre. Lui, il met vraiment en avant le côté médical. Il dit que c'est pour la créativité, que ça l'aide à sortir d'états dépressifs et qu'il a une prescription. Si c'est le cas, tant mieux. Mais il répond pas à tout, quoi. Parce que justement, il assume, mais pas trop. Il dit ne pas prendre d'autres drogues que la kétamine de manière médicale et être testé régulièrement au sein de SpaceX, avant d'ajouter que si des drogues pouvaient le rendre plus productif, il les prendrait sans hésiter. Et il y a un petit problème avec ce narratif, un tout petit problème, vraiment à peine un détail. Je vais vous montrer le petit problème parce que le petit problème, il a été filmé. Donc c'est-à-dire que si je ne prends que de la kétamine de manière médicale, la scène suivante qui a été réalisée par un professionnel n'est pas censée se produire. Donc on a notre ami Elon Musk qui est dans une émission, enfin un podcast extrêmement célèbre, voire le podcast le plus célèbre aux États-Unis, le Joe Rogan Experience, et il va y avoir un moment extrêmement connu. Donc voilà, la personne qui ne prend que de la kétamine sur ordonnance. Do people get upset at you if you do certain things? There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. The combination of... Moi, je suis d'accord, il a crapoté. Hein. Ça change pas que c'est un peu du foutage de gueule de venir expliquer au monde entier que non, mais tu prends que de la kétamine médicale, machin, etc. Quand on t'a filmé en train de fumer un gros joint pendant un podcast. Même si tu sais pas le fumer, c'est pas la question. C'est pas la question de si tu te drogues bien ou mal. Hein. Attention, hein, c'est pas un test de qualité de ta capacité à te droguer. C'est tout simplement un constat. Ce qui m'intéressait du coup par rapport à Musk et la kétamine, c'est vraiment de la réaction médiatique qu'il y a eu à cette info. Parce que je trouve ça vraiment frappant, parce qu'on est en France, un pays où la pensée prohibitionniste est très forte. Je vois des gens qui citent Retailleau, qui dit les consommateurs de drogue ont du sang sur les mains. J'ai vu la même chose sur CNews, où on a vu Pascal Praud qui gueulait au moment de l'affaire Andy Kebrat. Au moment, donc Andy Kebrat, qui est un député insoumis qui a été arrêté alors qu'il achetait de la drogue, au moment de l'affaire Andy Kebrat, Pascal Praud gueulait, je cite, Andy Kebrat a du sang sur les mains. Je le dis pour tous ceux qui fument, ceux qui prennent de la drogue, vous êtes responsables. Donc on a quand même ce genre de discours qui sont assez virulents, où on t'accuse littéralement, t'as fumé un joint, t'as assassiné quelqu'un, quoi. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que au moment de l'affaire Musk, donc avec le salut nazi, etc., en fait, tous les trucs que je vous ai cités, donc les enquêtes qui sont sorties sur sa consommation de drogue, les articles de Libé, du Figaro et tout machin, toutes ces ressources-là médiatiques, elles existent. Et elles ne vont être citées nulle part. Ce n'est évoqué par personne. Hyper intéressant parce que en fait on voit bien que la droite et l'extrême droite elles vont avoir une indignation sur la consommation de stupéfiants qui est complètement à géométrie variable. Tout le monde en réalité en France consomme de la drogue et ça c'est une donnée qui est connue depuis longtemps et on va trouver énormément de consommation de drogue chez les bourgeois. Pour rappel, selon France Info, 7% des cadres consomment de la cocaïne dans le cadre de leur travail. 7% c'est quand même beaucoup. Donc, la drogue touche tout le monde, mais la politique répressive ne s'exerce que sur les pauvres. Et le discours public de dénonciation, d'indignation, etc., on va le cadrer principalement sur les pauvres ou sur les opposants politiques dans l'affaire Kebrat, quoi. Mais en tout cas, au moment où c'est Musk, là, bon, c'est du bourgeois, c'est du riche, c'est pas gênant, ça les dérange pas. Parce qu'aujourd'hui, en France,
on le voit avec Retailleau aujourd'hui, qui en fait un énorme cheval de bataille, mais c'était la même chose avec Darmanin, c'est la chasse aux consommateurs. On fait la chasse à la barrette de shit dans le milieu populaire. On a des contrôles permanents, on a un surharcèlement de la police sur la jeunesse des quartiers populaires au prétexte de la lutte contre la drogue. Mais ça, on va jamais le voir, par exemple, vous allez jamais avoir la BAC qui va aux afters de Cannes ou dans les bars où sont nos présentateurs télé préférés. On voit par exemple que dans les médias, on va s'indigner énormément de la consommation de drogue pour parler des pauvres, par exemple, à la rue, qui prennent du crack, etc., mais jamais des riches en boîte qui tapent de lacets. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été remarqué par l'OFDT, qui note que la coke a une perception positive. C'est une drogue de bourgeois, facile d'administration par sniff, associée à des pratiques conviviales, notamment le partage entre amis. Elle a donc une image de performance qui lui donne une bonne image et ceux qui en consomment sont moins jugés. À l'inverse, le crack, qui est au final de la cocaïne fumable, coke plus ammoniac, qui transforme la coke en caillou, a une image très négative et est associée à une image de grande marginalité sociale. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois bien que, alors les effets et l'addiction du crack sont quand même plus rapides que ceux de la cocaïne et tout, mais à la fin t'as de la cocaïne et de la cocaïne transformée en caillou, t'as des gens qui sont dans la même conduite addictive et du pur point de vue prohibitionniste, c'est-à-dire du fait d'être hors la loi. À un moment donné, ils sont dans une rupture avec la légalité. Sauf que si tu vas sur un plateau télé, tu dis fume du crack, je te jure que tout le monde va te regarder en mode wow, qu'est-ce que t'as dit. Si tu dis je tape de la coke, ça va. Donc je trouve une énorme hypocrisie et on va voir que cette hypocrisie, elle touche pas qu'Elon Musk. Parce que en fait, sur la consommation de drogue, en fait, on se rend compte que Musk n'est pas du tout une exception. Il est en fait le représentant d'une tendance sur la prise de drogue dans les entreprises de la Silicon Valley. Et je trouve que c'est assez passionnant parce que là, vous allez voir, on va rentrer dans une histoire un peu intéressante. Donc, petit retour en arrière. Alors, la Silicon Valley, c'est une espèce de très grande zone à côté de San Francisco. En vrai, quand tu vis, moi j'habitais à Berkeley, donc juste à côté, et du coup je suis allé souvent à San Francisco. Quand tu vis dans la zone, tu ne vas jamais vraiment dans la partie Silicon Valley. C'est une espèce de zone un peu à part qui fait 200 km² et t'as vraiment aucune raison d'y aller à moins que tu bosses dans une des 6000 entreprises qui composent l'ensemble de la Silicon Valley, qui est en fait un regroupement. C'est une grosse zone commerciale, quoi. Vous voyez la zone commerciale à côté de chez vous, t'as Jiffy, Auchan, ce genre de trucs. Bon, bah là, c'est pareil, à part que c'est que des entreprises de la tech, et il y en a 6000 au même endroit, et parmi ces 6000 entreprises, il y a du Google, du Amazon, du Facebook, du Apple, du Microsoft. C'est pas rien, quoi. Et du coup, le PIB annuel de la Silicon Valley, vu l'agglomération d'entreprises qui s'y trouvent, il dépasse tout simplement le PIB de la France. C'est chaud patate. C'est la concentration du capitalisme. L'argent est là, quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est que on a les GAFAM, que je vous ai cités, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Mais avant même la création des GAFAM, c'était une zone qui a toujours été un des très hauts lieux du capitalisme, où on trouvait HP, des trucs comme ça, où il y a toujours eu beaucoup d'innovations technologiques. En fait, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'aux États-Unis, au départ, toute la création et l'innovation étaient plutôt sur la côte Est, donc du côté de New York, et les gens de la côte Ouest, proches de San Francisco, Berkeley, etc., ils ont voulu concurrencer ça, et donc ils ont eu une idée assez bonne et qui a plutôt bien marché. C'est que au lieu de couper l'argent des universités, imagine, t'es un capitaliste et tu te dis tiens, je veux faire du capitalisme qui fonctionne. T'as deux solutions. Alors t'as la solution Macron, c'est couper l'argent des chercheurs et des universités jusqu'à ce que ça disparaisse et faire des cadeaux fiscaux aux ultra riches en espérant qu'ils partent pas. Ça marche pas des masses. Et t'as l'option Silicon Valley qui a quand même montré qu'elle marchait pas mal. L'option Silicon Valley était quand même tout con. Hein. Il y avait deux facs, donc Stanford et Berkeley dans la région. Et ben ils ont dit, vous savez ce qu'on va faire ? On va mettre en contact les jeunes chercheurs, les gens qui sont en formation dans nos universités, et on va leur donner de l'argent. On va faire financer leurs recherches par des entreprises qui sont toujours un peu sur des modèles privés, eux. Et ces gens-là, ensuite, on va les engager avec de très hauts salaires pour qu'ils travaillent pour des boîtes et qu'ils fabriquent des trucs et qu'ils inventent des choses. C'est un système qui a très bien fonctionné, qui a permis à des gens de faire énormément d'argent et à des entreprises de fonctionner et de fleurir et de s'en sortir vraiment bien.
Mais ce qui a été assez intéressant, c'est que comme ça a créé un système de passerelle, ça a créé une dynamique un peu bizarre, la Silicon Valley, puisque à la fois tu as un haut lieu de l'entrepreneuriat et du capitalisme, mais il y a aussi un contact avec des universités de gauche qui sont des hauts lieux de la contestation politique. Et il faut bien comprendre que le système Silicon Valley, il commence pas dans les années 80, hein, il commence dans les années 30. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris son temps, qui a été assez long à s'installer. Ce qui fait qu'en 1950, quand la Beat Generation apparaît à San Francisco, donc la Beat Generation, c'est un espèce de regroupement d'artistes, des poètes, des écrivains, qui sont, pour la plupart, qui ont été marqués par la Seconde Guerre mondiale et qui cherchent un nouvel idéal, en gros, en rupture avec le modèle conservateur. Donc quand cette Beat Generation, elle naît à San Francisco, elle va avoir un impact très fort sur les acteurs de la Silicon Valley et notamment avoir un énorme impact sur toute cette jeunesse qui représente en fait le cœur battant du capitalisme et de l'industrie locale. Et ça va créer un espèce de lien un peu étrange parce que la Beat Generation, ils parlent de liberté, ils parlent de paix, mais ils parlent aussi beaucoup de leur consommation de drogue en très très grosse quantité. Des William Burroughs, des Allen Ginsberg, des Jack Kerouac, c'est des gens qui parlent pas mal quand même de ces questions-là et du coup qui vont amener une espèce de contre-culture sur la prise de drogue qui va infuser dans le capitalisme et dans le monde de l'entreprise. C'est assez bizarre à imaginer du point de vue de la France, où on a quand même souvent tendance à séparer fortement contre-culture et entrepreneuriat. Je sais pas si vous voyez l'importance de la chose. D'un côté, chez nous, on va avoir le monde de l'entreprise qui fait sa vie, de l'autre, des contre-cultures, les punks, ce que vous voulez, machin et tout. On a du mal à imaginer des hippies et des punks dans des entreprises capitalistes. C'est très américain comme truc, quoi. Hein. Souvent, la contre-culture finit absorbée et recrachée par le capitalisme dans sa forme la plus offensive. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que là, en fait, au début, il y a vraiment un mélange des deux. Quelqu'un demande s'il y a un lien avec Steve Jobs, ben on va en parler. Par exemple, justement, c'est une contre-culture qui va tellement impacter les acteurs de la Silicon Valley que tous les grands noms de la Silicon Valley vont à un moment donné tenir des discours, mais vraiment, en France, on dirait, mais c'est des trucs de hippie, ça n'a pas de sens, quoi. Dans une interview à Playboy, en 1985, Steve Jobs expliquait avoir été très marqué par l'époque Beat Generation, justement de la Silicon Valley, et notamment par ses prises de LSD. Il disait, c'était la Californie, on pouvait se procurer du LSD fraîchement préparé à Stanford, on pouvait dormir sur la plage la nuit avec sa petite amie. La Californie a un sens de l'expérimentation et un sens de l'ouverture, une ouverture à de nouvelles possibilités. C'est passionnant parce que Steve Jobs, du coup, vous voyez que le mec d'Apple, quand même, hein, il est en train de revendiquer ses prises de LSD, le côté expérimental, à quel point ça lui a ouvert l'esprit et que c'est grâce à ça qu'il aurait été l'entrepreneur qu'il est devenu derrière. Quand je vois que Apple est devenu le conformisme et la bureaucratie depuis, c'est incroyable, quoi. C'est les premiers spots publicitaires télévisés de la marque, donc son tout premier spot, il sort en 84, et le spot est intitulé 1984, c'est une référence à Orwell, et il est tourné par Ridley Scott, qui vient de faire Blade Runner, et c'est un espèce de truc contre la société de consommation et tout. Apple. Moi je trouve ça incroyable quand tu penses à ça. Quand tu dis le fondateur d'Apple, le mec revendiquait qu'il prenait du LSD et il faisait des publicités anti-establishment, enfin c'est très étrange à regarder du point de vue français, hein. C'est pas Bernard Arnault qui ferait ça, mais oui exactement, c'est ça, voyez-le comme ça, c'est que nous nos milliardaires, attention hein, c'est des fachos aussi les leurs, hein, mais nous nos milliardaires c'est Bernard Arnault, Pierre-Édouard Sterrin, on les imagine mal prendre du LSD, on espère que ça n'arrivera jamais, c'est terrifiant comme image, hein. Et donc en fait on va avoir un espèce de mélange complètement étrange entre entrepreneuriat et contre-culture qui va être hyper important dans la baie et qui va s'amplifier à mesure que le mouvement hippie décline. En gros, le mouvement hippie fait son pic. Donc à ce moment-là, beaucoup de jeunes chercheurs, de gens comme ça, ils disent non mais moi jamais je rentrerai dans le monde du travail, je vais combattre the man, tu sais, moi je vais combattre contre le système et tout machin. Puis bon, ils vont faire leur tour à Katmandou, ils reviennent et ils sont en mode bon, je vais me couper les cheveux, la vie se chargera de vous couper les cheveux. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé malheureusement dans les faits. Du coup, comme le note le journaliste Jonathan Bourguignon qui a écrit un article sur le sujet, dans la baie de San Francisco, les hippies ne meurent pas, ils se réintègrent dans la société capitaliste et le nouveau paradigme des ordinateurs. Du coup, il y a vraiment un moment assez étrange comme ça, où t'as plein de gens qui ont été à fond dans la contestation et le mouvement hippie, qui reviennent dans le monde du travail, mais qui sont pas forcément dans un cynisme et dans un abandon de leur lutte, parce que c'est vraiment des gens au début qui croient que la tech va changer le monde, qui pensent que la technologie, qui pensent que les ordinateurs et tout vont retourner complètement l'ordre des choses. Fred Turner, un enseignant du MIT qui a connu cette époque, expliquait
le réseau devait permettre de remplacer les gouvernements et les corporations par des échanges continus, collaboratifs, décentralisés d'énergie et d'informations. Tim Leary, l'un des apôtres de la culture LSD dans les années 60, va même déclarer que, je cite encore, le PC est le LSD des années 90. Avec toute cette contre-culture, le LSD ne disparaît pas non plus, et la prise de drogue non plus. Du coup, comme l'explique Jonathan Bourguignon, qui a écrit un article là-dessus, l'usage du LSD n'a pas disparu dans la vallée. Il s'est lui aussi réintégré dans le nouveau paradigme start-up. Depuis le début des années 2010, il n'est plus consommé sous la forme de buvard lors de grandes fêtes orgiaques, mais au quotidien, sous forme de microdoses, version homéopathique du buvard. À de telles doses, exitent les hallucinations et la transcendance, seule persiste la multiplication des connexions synaptiques censées, c'est la croyance locale, favoriser la créativité. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, la drogue fait complètement partie de la Silicon Valley et de la vie de la Silicon Valley. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans un article du Wall Street Journal, pas le même article qui parlait de la prise de drogue de Elon Musk et tout, il y a un article qui a été fait qui parle de la consommation plus généralisée d'autres représentants de la Silicon Valley, et on se rend compte qu'en fait c'est pas juste Musk, c'est tout le monde. Donc la drogue est omniprésente, et l'article du Wall Street Journal montre que donc Elon Musk, d'accord, on a l'histoire de la prise de cocaïne, des champignons et tout ça, mais on a aussi Sergey Brin, cofondateur de Google, qui dit prendre des champignons hallucinogènes. On a les cadres de la société de capital risque Founder Fund, qui sont connus notamment pour être des investisseurs de SpaceX et Facebook, qui organisent des soirées psychédéliques. Donc ils organisent littéralement des soirées pour prendre des champis, des trucs comme ça. Bob Lee, fondateur de Cash Apps, qui était un membre d'un mouvement underground appelé The Lifestyle. Moi, j'adore qu'on mette milliardaire et underground dans la même phrase, tu vois. Enfin, tu peux pas être un mouvement underground quand c'est un mouvement d'un milliardaire. En réalité, c'est un espèce de réseau de, je sais pas trop ce que c'est The Lifestyle, un truc de riche, quoi, bizarre de la Silicon Valley, un peu une secte, quoi, New Age. Et il faisait des soirées où il prenait justement des substances psychédéliques. Il a été assassiné en 2023. À son autopsie, on a trouvé qu'il avait ingéré notamment de la cocaïne et de la kétamine juste avant sa mort. Dans l'article de Courrier International qui s'appelle « Drogue, la Silicon Valley carbure aux substances psychédéliques », on apprend donc que des entreprises au Costa Rica organisent carrément des cérémonies d'initiation à l'ayahuasca pour les PDG de la tech. On nous parle de Spencer Schulem, PDG de la startup BuildBetter.ai, qui affirme prendre du LSD tous les 3 mois environ parce que le composé, je cite, améliore sa concentration et l'aide à être plus créatif. Quand il travaille seul en soirée, il ingère parfois une dose si minime que personne selon lui ne pourrait le détecter qu'il est sous LSD, et à l'occasion, il prend une dose plus forte quand il est seul et communie avec la nature lors de randonnées. Mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'on voit que la prise de drogue, en plus, elle est tellement assumée par ces chefs d'entreprise et qu'elle leur donne une image positive. Quelqu'un disait tout à l'heure par rapport à Elon Musk, qui a fumé son joint, que ça lui a pas du tout fait perdre de fans, voire ça lui en a fait gagner en mode ah ouais, le mec incroyable, il a vraiment peur de rien et tout, et on ne s'en est pas rendu compte, mais une partie de l'extrême droite, une partie des néolibéraux, libertariens horribles, tous des héritiers là, des espèces de connards en costard qu'on devrait mépriser comme on méprise des Bernard Arnault, ont réussi à se fabriquer une image de gourou de la contre-culture assez efficace sur Internet, et eux peuvent s'autoriser des choses que nous, on ne peut pas s'autoriser, quoi. Ils jouent les rockstars et ça marche. Je veux dire, on vit dans un monde, voilà, où la contre-culture est en train d'être incarnée par des PDG milliardaires juste parce qu'ils ont pris un micro-dosage de LSD et fumé un joint dans un podcast. Franchement, c'est pas possible, quoi.